Au centre du monde, quelque part au milieu de l'océan, se trouve l'île qui fascine tous les hunters de la planète, Grid Island. Pour finir ce jeu vidéo grandeur nature, les joueurs se cachent, se téléportent ou bien s'attaquent à l'aide de puissantes cartes de sorts. Sauf que le truc que peu de gens savent, c'est qu'il existe certaines cartes possédant des pouvoirs complètement dingues. On a le souffle du grand ange qui permet de guérir n'importe quelle blessure mortelle, la balance en or qui offre la possibilité de toujours faire le bon choix, ou encore les ciseaux coupliens qui empêchent toute rencontre avec sa cible, évitant par exemple de croiser son pire ennemi. On dispose même d'une carte nommée le Rurubut d'or qui permet de pister et de forcer la rencontre avec la personne de son choix. Et pour le coup, ça m'étonnerait vraiment pas que la Brigade Fantôme ait utilisé cette carte pour débusquer l'exorciste de Kuroro. Avec la naissance des réseaux, les gens commençaient à retourner Internet pour connaître toutes les cartes restantes de Grid Island, et 3 d'entre elles sont devenues la base de ce qui deviendra l'une des théories les plus dingues et les plus bizarres de Hunter x Hunter. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail la théorie sur la mer de Gunfrix. Alors aujourd'hui, accrochez-vous les amis, parce que on s'attaque à l'une des théories les plus étranges que j'ai pu voir dans Hunter x Hunter. Cette théorie fait beaucoup parler d'elle, mais fait aussi beaucoup débat dans la communauté, donc je vous recommande vraiment de rester un max bienveillant dans les commentaires. Les amis, la plupart d'entre vous le savent déjà, je crois qu'il est temps. J'ai vraiment essayé de faire un petit sketch rigolo en rapport avec Hunter x Hunter pour cette sponsor et j'espère vraiment que ça vous plaira. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je suis vraiment heureux de vous présenter le tout premier partenaire de la chaîne et celui qui sponsorise cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est un peu le président Netero des Hunters, mais dans le domaine de la sécurité. Il possède plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, en plus d'être le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Je pense que tout le monde est au courant, mais Internet, c'est vraiment loin d'être un endroit sûr à 100%, et pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, l'une des meilleures solutions, c'est d'utiliser un VPN, c'est-à-dire un réseau privé virtuel. Vous voyez ce type un peu neuneux là-bas ? Histoire totalement vraie, il faut savoir qu'il s'était fait pirater son compte Netflix il y a quelques années, alors qu'il était justement en train de se refaire tous les épisodes de Hunter x Hunter. Et je peux vous dire qu'il avait l'air sacrément con. En fait, l'astuce du VPN, c'est qu'il vous donne la possibilité de masquer totalement votre adresse IP, et du coup, vous rend indétectable, comme sous la forme du Zetsu, et surtout le VPN va venir chiffrer vos données et rediriger l'intégralité du trafic internet via un tunnel sécurisé. En gros, dans les faits, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre carte de Hunter sur internet de façon complètement anonyme et en sécurité, à la maison comme depuis un réseau Wi-Fi public. Et si vous voulez un bon exemple, vous vous rappelez de lui là, Darzoln, le chef d'équipe du clan Nostrad ? Jamais il se serait fait transpercer comme une merguez si Kurapika avait installé CyberGhost VPN. Parce que si Kurapika avait utilisé un VPN sur sa carte de Hunter, Charnal et Uvogin, ils auraient absolument jamais pu retrouver sa trace. L'autre gros avantage de CyberGhost VPN, c'est de pouvoir accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, en passant par tous les systèmes d'exploitation comme Apple, Android ou Windows, et ça sur 7 appareils différents. En gros, ça veut dire que vous pouvez régaler la famille ou les copains Hunter. Si vous passez par mon lien en description ou en commentaire, vous bénéficierez d'un tarif spécial négocié par Leorio lui-même de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous voulez quand même tenter d'aller sur le continent caché sans vous protéger, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je compte sur vous pour me rejoindre dans l'expédition sur le continent caché et exploser le lien avec votre Atsu. Et maintenant, retour à la vidéo. Les théories sur l'identité de la mère de Gon sont très nombreuses. La plupart des gens imaginent une Hunter puissante et renommée qui aurait connu Jing au sein de l'association. D'autres pensent qu'elle serait directement liée au continent caché à cause de certains pouvoirs encore inexplicables de nos jours. Et enfin, il existe une dernière théorie qui, pour le coup, est bien plus étrange et aussi bien plus sombre. Parce que toute la base même de cette théorie consiste à montrer que Gon n'a absolument jamais eu de mère biologique, et donc que le fils de Jing a été créé artificiellement à base de naines. La plupart d'entre vous doivent se dire « Ok, il a complètement pété les plombs », en vrai je vous comprends, mais attendez la suite. Quand on retrace petit à petit la source de cette théorie, absolument tous les indices convergent vers 2 points précis, le passé de Jing et la création de Grid Island. Car c'est au cours de cette étape
que Jing a orienté les choix de sa vie d'une façon très personnelle et surtout très discutable. Je vous amène donc avec moi dans le passé sur les traces sombres et mystérieuses de la naissance de Gon Freaks. Quand on part vraiment de la base de cette théorie, on a vraiment très peu d'infos, à savoir que on sait que Jing est parti de l'île de la baleine à 12 ans, donc au même âge que Gon, puis après il y est revenu 10 ans plus tard avec un gamin qui est aux alentours de 2 à 3 ans je dirais. Une autre info dont on dispose est que Mito a demandé à Jing quand il est revenu des informations sur la mère de Gon, et Jing lui a seulement répondu qu'ils s'étaient séparés. Et enfin, comme dernier indice, on a la boîte que Jing a laissée à Gon, qui contient du coup la fameuse cassette sur laquelle il dit très clairement je peux te donner des infos au sujet de ta mère. Pour le coup, ça fait vraiment pas grand chose pour commencer, en tout cas le plus important c'est d'amener un petit peu de contexte, parce que ces données que je viens de vous dire, elles vont être importantes plus vers la fin de la vidéo. Parce que pour l'instant, le truc le plus important qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé à la naissance de Gon. Le premier élément qu'on en retire en cherchant un peu sur internet, c'est que on se rend compte que Gon est né le 5 mai 1987, et que Grid Island a été créé en 1987, on ne sait pas exactement le mois. À partir de là, un élément qui pourrait littéralement venir broyer la théorie que je vous présente aujourd'hui, ça serait justement que Gon soit né avant la création de Grid Island, et du coup que Grid Island au final soit créé peut-être en fin d'année 1987. Sauf que l'indice très important que le manga vient nous apporter, c'est justement que Gon nous montre qu'il est déjà venu quand il était plus jeune sur Grid Island. En fait, Gon avait expliqué que quand il avait gagné son pierre-papier-ciseaux contre Killua et qu'il était rentré en tout premier dans le jeu avec les mercenaires de Batera, la toute première personne qu'il a croisée, c'était la deuxième personne qui rentrait dans le jeu et c'était Goreinu. Sauf que quand Gon a remonté tout en haut de son classeur pour essayer de voir quelle personne il a rencontré en premier, il a vu les initiales Nig, qui est au final l'anagramme de Jing. C'est à partir de là que Gon a compris que Jing l'avait déjà amené sur Grid Island en étant vraiment tout gamin, et pour le coup quand on voit l'anime 2011, on constate que Gon est vraiment en très bas âge, ce qui confirme au final que Grid Island a été créé avant sa naissance. Et c'est ici que ça devient extrêmement intéressant, à savoir que quand les gens ont vu que Gon était tout petit dans Grid Island, et qu'en plus ils ont commencé à voir qu'il existait certaines cartes dans le jeu qui étaient extrêmement bizarres, ils ont commencé à faire la théorie suivante. La raison qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent que Gon a été créé artificiellement sur Grid Island vient avant tout de 3 cartes. La première s'appelle la pierre de grossesse et sa description est la suivante. Pierre pesant 3 kg qui provoque la grossesse chez la femme ou l'homme qui la gardera contre son corps un mois durant. 2 pierres, l'une mâle, l'autre femelle, sont disponibles, on garde la pierre du sexe auquel on veut donner naissance. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire littéralement que en utilisant cette carte sur soi-même, même en étant un homme dans le cas de Jing, on peut provoquer la grossesse et donc potentiellement la naissance d'un enfant sur le corps d'un homme. Bien entendu, vous allez être beaucoup à me dire « mais attends, c'est absolument impossible, étant donné que forcément un homme ne peut pas donner naissance à un gamin, étant donné qu'il n'a pas l'appareil en bas qu'il faut pour l'expulser. » Sauf qu'en cherchant un petit peu, les gens sont tombés sur une deuxième carte de Grid Island qui est elle aussi très intéressante, qui s'appelle le cookie aux hormones. Si l'on mange ce cookie, on peut changer de sexe pendant 24 heures. 20 cookies par paquet, 10 paquets. Ça veut donc dire que si Jing avait utilisé la pierre de grossesse pour se rendre enceinte et du coup commencer à procréer Gon, et bien derrière, au moment de l'accouchement, 9 mois plus tard, il aurait pu utiliser cette carte pour justement changer de sexe et donc pouvoir expulser Gon. Et même si Jing était obligé d'utiliser un cookie par jour justement pour avoir tout le temps ce sexe opposé pour créer Gon 9 mois plus tard, il suffirait au final qu'il aille juste farmer 2 cartes qui lui donneraient assez de cookies pour tenir sur 9 mois durant. Il est d'ailleurs important de rappeler que Jing n'est pas, contrairement à Razor, un maître du jeu, mais bien un joueur, parce qu'au final, si Jing était un maître du jeu, toutes les cartes qu'il utilise sur lui-même n'auraient absolument aucun effet, et la théorie s'arrêterait là. À partir de ces éléments, on peut se dire, oui, éventuellement, il y aurait une chance que Gon, au final, soit artificiel et qu'il soit créé directement grâce aux naines de Grid Island, mais il manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une troisième carte que les gens ont découvert. Cette carte s'appelle le Maid Panda, qui est un animal rare en voie d'extinction. Il est très propre et son passe-temps est la cuisine. Il peut également arriver qu'il pratique la couture ou le jardinage, mais c'est pour le babysitting qu'il est le plus doué. En partant du principe assez sûr que Jing n'est clairement pas qualifié pour s'occuper d'un enfant, il est clairement possible que Jing ait refilé Gon quand il était jeune
à ce panda qui au final s'est occupé de lui jusqu'à 2-3 ans, au moment où Jing est revenu dans le monde réel avec Gon sous les bras et qu'il l'a confié à Mito. Le panda a donc pu potentiellement s'occuper de Gon à la place de Jing, et ça pourrait éventuellement expliquer le fait que Gon est aussi proche et accepté des animaux, en particulier des ours, et surtout qu'il possède un genre de Zetsu inné, comme on a pu le voir avec Hisoka sur l'île de Zébil pendant l'examen des Hunters. C'est même d'ailleurs Hisoka qui lui a dit que Gon dissimulait sa présence comme une bête sauvage. Et il y a encore un autre détail qui est vraiment très particulier, c'est le fait que dans la partie un peu plus avancée de Hunter x Hunter, à savoir l'arc de l'élection du nouveau président, on a souvent Jing qui a une espèce de clin d'œil un peu particulier avec les pandas. Jing est plusieurs fois représenté sous la forme d'un panda, que ce soit au moment d'une interview où justement on le voit avec le nom Jing Freaks, ou carrément à une réunion des Zodiacs. On est donc en droit de se demander si Togashi n'a pas représenté plusieurs fois Jing sous la forme d'un panda pour justement faire un petit clin d'œil à cette carte et potentiellement à la naissance de Gon de cette manière. Même si je trouve cette théorie plutôt particulière, tous les éléments qu'on a vus juste avant la font plus ou moins quand même tenir debout. C'est vrai qu'à la base, le truc qui peut sembler bizarre, c'est que si Gon a été créé artificiellement à partir du naine, pourquoi il est autant expressif, pourquoi il a autant sa propre personnalité, et donc pourquoi il n'est pas juste stérile comme pourrait l'être n'importe quel truc un peu artificiel. La réponse elle est dans le naine en lui-même, parce que en fait le naine peut déjà créer la vie. On a déjà vu les bêtes de naine des princes de Kakin, alors certaines sont des marionnettes contrôlées par l'utilisateur, d'autres sont programmées pour agir sous certaines conditions, mais on a vraiment vu certaines bêtes de naine qui au final avaient leur personnalité, leur individualité, comme la bête de naine du 4e prince. Je sais que certains me demanderaient, mais pourquoi au final Jing aurait voulu créer Gon artificiellement sur Grid Island? Mais au final, Grid Island c'est un jeu vidéo, et un jeu vidéo, il est synonyme également de bêta, c'est-à-dire de phase de test au lancement du jeu, et du coup c'est à ce moment-là qu'on vérifie tous les bugs, et si toutes les cartes de Grid Island fonctionnent bien. Et très honnêtement, vu le goût prononcé de Jing pour les défis, ça ne serait vraiment pas étonnant qu'il ait choisi de tester ces cartes-là sur lui-même pour voir s'il était capable, grâce à son jeu vidéo, de pouvoir procréer lui-même un enfant. Si l'on reprend d'ailleurs les éléments qu'on avait au tout début de la théorie, à savoir que Jing a dit à Mito qu'il s'était séparé avec la mère de Gon, qu'est-ce qui nous dit que Jing ne lui a pas menti ? En fait, on dirait plutôt que Jing n'a clairement pas assumé le fait d'avoir joué à l'apprenti sorcier pour créer Gon sur Grid Island, parce que bon, on va pas se le cacher, il faut être un total irresponsable pour s'amuser comme ça, un peu comme le chimiste, à créer un enfant artificiellement sur son jeu vidéo, puis derrière se dire « Ah merde, du coup, qu'est-ce que j'en fais ?» Peut-être même que quand il disait « on s'est séparés », au final, il parlait peut-être du panda. Si on reprend l'autre élément intéressant du début, à savoir la boîte qui contient la cassette, effectivement, Jin a dit à Gon, c'est au sujet de ta mère, mais à aucun moment ça ne prouve que justement Gon a bien une mère. Jin aurait très bien pu finir cette phrase en disant c'est au sujet de ta mère, en fait tu n'en as pas, ou alors c'est au sujet de ta mère, en fait c'est un panda. Parce que pour être factuel, Jing dans le message, il ne dit pas que la mère de Gon existe, mais il lui demande si Gon veut en savoir plus à son sujet. Et quand on se rend compte que dans cette même cassette, Jing dit à Gon que les Hunters sont des gens égoïstes et prêts à tout sacrifier pour obtenir ce qu'ils veulent, au final, j'ai presque envie de vous dire que ça corrobore un petit peu la façon dont Jing a obtenu Gon par cette voie artificielle. Ce qui est triste avec cette théorie, c'est qu'au final, on se dit, Jing a peut-être du coup créé Gon sur Grid Island comme un apprenti sorcier, un peu par lui-même avec les cartes de Grid Island. Au final, il s'est rendu compte que c'était une erreur et qu'il devait s'occuper d'un gamin, et derrière, il cherche à le semer et à ne pas le voir, tout simplement parce qu'il est trop occupé à faire ses trucs d'égoïste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite théorie dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les futurs épisodes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.